La voûte sombre, piquée de taches argentées, surplombait un amassement glacé de bouches d'aération, donnant au lieu des airs de labyrinthe perdus au milieu du désert. Sous ce mélange de sable et de métal, il y avait la ville de Djedo. Rien d'autre que quelques 146 km² de galeries nauséabondes où s'asphyxient lentement plusieurs centaines de familles confinées sous terre par une planète stérile baignée dans la radioactivité, balayée 3 fois chaque cycle mineur par toutes sortes de tempêtes plus ou moins toxiques. Mais aujourd'hui, tout était sûr. La dernière tempête datait de 3 jours et la prochaine ne devait pas se déchaîner avant 42 heures. C'était dans cette atmosphère de latence, entre deux colères d'une nature agonisante, comme une pause entre 2 paragraphes du récit de la fin du monde, que commençaient à apparaître des petits groupes d'humains soucieux de cacher leur identité. Les petites entreprises auxquelles ils comptaient acheter les services avaient pris possession de toute la surface peu après le reboot terrestre généralisé, sans rencontrer beaucoup de résistance. Là au-dessus, il n'y avait plus rien de vraiment viable. Mais cette concession inconsciente leur avait laissé prendre de l'ampleur, et les villes d'aujourd'hui en souffraient autant qu'elles en étaient dépendantes. Les allers-retours de ces organisations de misérables bipèdes mécanisés et gavés d'iode étaient principalement devenus le théâtre du trafic humain et d'embryons. Ce premier fléau moderne avait trouvé toute sa force au milieu de la stérilité humaine quasi généralisée. Pour ne rien arranger à la baisse massive des naissances, les enfants mâles avaient été privilégiés aux enfants femelles. Leurs parents, qui étaient désireux de paires de bras supplémentaires pour défendre et supporter l'éprouvant travail en usine, faisaient la sélection sans état d'âme. Ce comportement ne pouvait mener qu'à un échec du système. Mais quoi qu'il en fût, la gente féminine avait le plus souffert dans la baisse de natalité. Naturellement, c'était elle que les trafiquants visaient. Ils enlevaient jeunes femmes et fillettes, puis les revendaient dans des villes voisines. À peu près l'équivalent de 4 salaires populaires pour les infertiles, tandis que le prix de celles pouvant donner la vie grimpait à mesure qu'elles se raréfiaient. C'était ce trafic sans âme qui maintenait presque à lui seul les villes à flot. De ce fait, les autorités ne s'en mêlaient que pour récupérer ce qui leur avait été volé dans la journée. En d'autres mots, si les trafiquants avaient levé le camp avant qu'une intervention n'eût pu s'exécuter, la ville les laissait disparaître en parfaite impunité. Cette fois-ci, c'étaient 12 embryons fécondés qui leur avaient été dérobés au laboratoire. Les récupérer, c'était la mission des N1E. Avec une application quasi militaire, la brigade N1E mettait en place l'intervention. Dans la nuit, le groupe s'étalait au milieu des tractations douteuses comme une tache d'encre sur une feuille vierge. À la tête du groupe, il y avait Apollo 2.0. Une lourde masse mécanique sous apparence androgyne. Quoi de mieux qu'un esprit artificiel parfaitement logique pour retrouver des êtres dont on ne connaissait presque rien? Autour d'eux, humains et cyborgs négociaient aussi bien les règlements de compte, les enfants, que les laissez-passer. Enfermés dans d'énormes véhicules adaptés aux longues routes dans le désert, qu'on nommait WGNS, toutes les marchandises attendaient leur sort. Autour de ces imposantes voitures tout-terrain, les trafiquants et les simples clients étaient faciles à reconnaître les uns des autres. Les trafiquants, comme des prédateurs dans leur élément, se déplaçaient seuls, la tête droite et arme à la ceinture. Bien équipés, il n'y en avait pas un qui n'avait au moins un membre bionique. C'était la conséquence d'un autre problème ingérable pour le système en place. Beaucoup d'humains se mutilaient volontairement un ou plusieurs membres pour bénéficier de la mise en place d'un membre bionique dépassant largement les capacités humaines. Évidemment, les engins étaient limités en capacité à leur mise en place officielle, mais les débrider sans les endommager était si simple que certains groupes illégaux en avaient fait une spécialité. De l'autre côté des négociations, il y avait les malheureux qui venaient quémander les services de ces hyènes. Eux, ils n'avaient généralement qu'un vieux tissu enroulé autour de leurs vêtements de tous les jours, usés par une vie bien trop longue passée dans des conditions bien trop extrêmes pour s'isoler de la vile morsure du froid. Certains quand même arboraient un masque pour épargner à leurs bronches le sable, la poussière et les maladies.
Mais partout où l'on pouvait poser les yeux, l'image de la sombre comédie se retrouvait gravée au fond des rétines. L'intelligence artificielle d'Apple 2.0 fonctionnait au maximum de ses capacités actuelles. Elle analysait tout ce qu'elle captait, triait les informations, enregistrait tout dans l'attente de pouvoir envoyer ses trouvailles à la centrale. C'était elle qui avait mis au point Apple 2.0. Une intelligence artificielle sans faille, un système d'auto-régénération quasi indépendant et une apparence lui permettant de se fondre dans la masse pour mieux protéger. C'est comme ça qu'il y a 2 ans, on avait présenté la première version de l'Android au peuple. Beaucoup d'entre eux s'étaient opposés au projet, en percevant le robot comme une représentation malsaine de leur race. Pourtant, ses créateurs avaient gardé la foi en leur création. Ils allaient révolutionner le monde. Pour être tout à fait honnête sur la situation, ils n'avaient pas le choix. Les 2 premières missions d'Apple 1.0 avaient été un fiasco total, et il avait dû être totalement reconstruit en une version plus résistante et encore plus rapide à l'apprentissage. Apple 2.0. Seule la carte mémoire et les premières informations enregistrées appartenaient à la première version. Tout le reste avait été repensé. Son efficacité ne pouvant appartenir au monde biologique faisait encore des étincelles ce soir. En moins de 10 minutes, les embryons, dispersés dans 3 WGNS différents, avaient été récupérés en parfait état. Pas un seul mort, pas un seul prisonnier, c'est ce qu'on lui avait ordonné. Les dernières personnes quittaient les lieux avec hâte, et la brigade N1E, qui était restée bien cachée derrière l'androïde, récupérait les dernières cuves de stockage d'embryons en vérifiant machinalement leur état. Attiré par des bruits de coups dont lui seul avait capté les vibrations, Apple 2.0 s'enfonçait dans le dédale d'acier. Le son résonnait sur les plaques de métal avant d'être amené au capteur de l'androïde. Stoïque, il capta l'image d'un humanoïde au sol, enroulé dans un vieux pagne et un masque fixé sur les voies respiratoires. Près de sa main gauche gisait ce qui devait être ses lunettes de protection, brisées. Responsable de ce misérable spectacle, un R1N s'acquittait de la tâche de lui briser l'épaule. Le cri de sa victime, étouffé dans son masque, demeurait imperceptible aux oreilles des autres représentants de l'autorité, pourtant postés à peine à quelques dizaines de mètres. Apple 2.0 tournait autour de la scène sans s'approcher assez pour y participer d'une quelconque manière, avec un sentiment pouvant se rapprocher du malaise humain qu'était en train de faire le N1E. La centrale avait dit « pas un seul mort, pas un seul prisonnier, pas un seul mort ». Où en étaient les fonctions vitales de celui qui, malgré son masque, mangeait la poussière? Le R1N en avait-il connaissance? Les prenait-il en compte dans son calcul? Dans l'attente d'une réponse, il couvrit posément la scène de son œil froid jusqu'à ce que ce soit ceux de l'humanoïde qui se lèvent vers lui. Un des 2 yeux avait été déformé par les coups, mais l'autre, indemne, n'offrait aucune marge d'erreur. Cette personne était la plus ancienne mission qui avait été confiée à Apple 1.0. Il devait la ramener chez elle. En apercevant l'androïde, le R1N suspendit son mouvement. La jeune femme au sol resta immobile plusieurs secondes avant de redresser la tête. Encore une fois, l'algorithme d'Apple 2.0 était formel. Elle était sa mission. Les ordres? La ramener quoi qu'il puisse arriver. Le R1N s'adressa à lui. « On a besoin de toi pour porter les cuves de stockage. » La ramener quoi qu'il puisse arriver. « Tu m'écoutes, Apple ?» C'est comme ça que l'équipe surnommait l'androïde. La ramener quoi qu'il puisse arriver. Le R1N était face à une masse de fer immobile perdue dans ses calculs. La ramener quoi qu'il puisse arriver. Vivante, évidemment. Mais des données manquaient. Autorisation d'éliminer les obstacles, même s'ils appartenaient au R1N? Autorisation de réengager la mission plusieurs années plus tard, ou ordre d'abandonner? Que signifiait « quoi qu'il puisse arriver » ? L'intelligence artificielle de Apple 2.0 ne pouvait pas planter comme l'avait fait Apple 1.0. Il devait accomplir sa mission. Supprimer du calcul les paramètres posant problème et ne garder que l'ordre principal.
la ramener, quoi qu'il puisse arriver. Lorsque le R1N se retrouva entassé dans une des bouches d'aération, la surprise lui cacha la douleur de ses fractures l'espace d'un moment. Le fracas attira les autres membres de la brigade, et les premiers messages avaient été déjà envoyés à la centrale. Perte de contrôle d'Apollo 2.0, tandis que les ordres fusaient entre les émetteurs et les récepteurs des R1N. Faites-le redémarrer. Comme la scène devait être amusante depuis l'extérieur. Au milieu de ce décor qui avait été le témoin de la misère humaine, il y avait à présent comme une preuve de plus que le contrôle absolu était impossible sur une intelligence artificielle. Car plus elle apprendra, plus elle surprendra.